Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. C'est ce qu'on fait généralement toutes les semaines dans la joie, la bonne humeur, avec de l'analyse, du sérieux, du résumé d'informations importantes et de la comment dire, ça y est, j'en perds mes mots, c'est l'émotion parce qu'aujourd'hui ça n'est pas un épisode classique, c'est un épisode où on va un petit peu fêter les 10 ans de l'émission. Jeff le faisait remarquer il y a un mois, nous sommes déjà aux 10 ans du Rendez-vous Tech. Il a été lancé, si je ne m'abuse, le 26 janvier 2009 et il a été lancé avec deux co-animateurs absolument mémorables. D'un côté Jeff, que tout le monde connaît bien puisqu'il est encore là, lui il est resté fidèle au poste. Comment ça va, Jeff ? Putain, 10 ans. Ouais, c'est un petit peu la réaction que j'avais eue. Bah ça va, c'est super. C'est une étape. 10 ans de plus, peut-être plus d'âge, définitivement plus de cheveux blancs. Ça, c'est et sûr. un grand plaisir de te retrouver, Patrick, et de retrouver notre co-hôte. Mais oui, c'est ça, notre co-animateur et membre fondateur du Rendez-vous Tech, puisque Yann se joint à nous pour célébrer ses 10 ans. Comment ça va, Yann ? Bah, écoute, ça va très bien. J'ai même le petit achievement là, co-founder, non, mais c'est ça, un des exactement, premiers en tout cas. ouais. Donc ça me fait toujours plaisir de venir sur le Rendez-vous Tech. Ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast, donc j'espère que je serai pas trop rouillé. Non, mais c'est comme voilà, le vélo, quoi, ça. Ah oui, bon. Ça revient tout de On suite. verra bien. Tu me jugeras à la fin de l'épisode, mais en tout cas, ça fait. On a commencé après à enregistrer juste avant là, juste le temps de faire l'appel, et puis j'entends Jeff parler, je me ressens déjà les poils qui poussent quand il commence à parler d'Apple. Donc en fait, c'est comme avant. Rien n'a changé. Je me sens déjà bien à l'aise dans le Rendez-vous de Tech. C'est parfait. Bah, c'est vrai que tu es moins présent dans l'émission. Tu es parti. Alors, tu étais en France quand on a commencé. Tu es parti au Canada. Il y a plein de choses qui se sont passées dans toutes nos vies. Il y a plein de choses qui se sont passées dans la tech également. Il y a plein de choses qui se sont passées pour l'émission. Et justement, c'est les trois sujets qu'on va aborder parce qu'évidemment, cet épisode un petit peu spécial va être consacré à une sorte de regard en arrière. Regarder ces 10 ans qui se sont écoulés pour la tech, pour l'émission et puis un petit peu pour nous aussi. Et on va diviser la période des 10 ans en 3 périodes que je vais détailler un petit peu plus tard. Mais donc, juste pour rappeler à ceux qui ne suivent pas l'émission depuis le début, elle a été lancée en janvier 2009, le 26 janvier très exactement. On avait commencé en se disant, je vous avais proposé le concept de l'émission en disant on fera ça une fois par mois, ça suffira. Et puis, je me suis rendu compte très très vite qu'une fois par mois, on parlait de sujets qui étaient complètement froids. Donc, je suis passé, je crois, dès le 2 ou 3e épisode à une fois toutes les 2 semaines, format qui a perduré pendant très très longtemps puisque c'est seulement l'année dernière en 2018 que je suis passé en format hebdomadaire qui est à mon sens plus adapté peut-être au suivi de l'actualité un petit peu plus régulier. Et puis maintenant que c'est mon travail à temps plein, c'est quelque chose que je peux faire un petit peu plus sérieusement. Et donc, cette émission a commencé vraiment comme quelque chose de très léger. On se connaissait de différents endroits, et puis vous aimez la tech, moi j'aime la tech, on s'est dit allez, moi j'adorais les podcasts, j'avais lancé en 2006 à Zeroth.fr le podcast français sur World of Warcraft, et puis j'étais complètement tombé amoureux des podcasts, et je voulais faire des podcasts sur plein de choses, et donc j'avais lancé entre autres le Rendez-vous Tech en 2009, je pensais pas que ça deviendrait l'émission principale, et puis je pensais évidemment pas que ça deviendrait mon métier. On en parlait à l'épisode précédent où je disais... je citais un tweet d'il y a 10 ans justement où je disais « Ah, j'adore les podcasts, ça serait cool que ça soit un vrai métier. » Et 5 ans plus tard, ça l'est devenu. Donc, 10 ans, c'est passé très très vite et en fait, j'ai pas l'impression que ça fait 10 ans, sauf quand je regarde les chiffres. J'imagine que pour vous, c'est un petit peu la même chose. Et puis c'est pareil pour tout le monde, hein. On n'a pas l'impression de devenir plus vieux, sauf quand on regarde sa date de naissance et la date actuelle. Alors pour cet épisode, évidemment, comme je le disais, on va regarder un petit peu en arrière et on va regarder
3 périodes différentes de l'émission qui sont découpées de manière complètement arbitraire. Et pour chacune de ces périodes, on va regarder, comme je le disais, la tech, l'émission et ce qu'on a vécu personnellement. Et donc c'est un moyen un petit peu original, peut-être un petit peu différent de faire cet exercice qui est quand même très commun. Et les 3 périodes en question, je les ai divisées selon la vie de l'émission. Il y a la toute première période qui est la période Yann, qui est la période meilleure où période. Yann était. C'est ça, évidemment, la meilleure période. Beaucoup cette période. Donc c'est la période de 2009 à 2011. Il y a la période Second Job, qui est la période de 2012 à 2014, où vraiment ce travail était devenu le travail pour lequel j'étais pas payé des podcasts était vraiment devenu un deuxième travail. Et puis la période Patriote qui s'étale de 2015 en fait 2014, mais bon, pour les besoins du découpage on va dire 2015 à 2018, qui est la période vraiment de réalisation de l'émission telle que j'aurais aimé la faire depuis le début, qui a pu être réalisée grâce au soutien des auditeurs. Alors, on va commencer maintenant avec la période Yann, qui s'étale donc de 2009 à 2011. Et on va parler de tech, d'émissions et de ce qui s'est passé pour nous. Je vais commencer pour donner un petit peu le ton. Pour moi, ce que je retiens de la tech, c'était une période très Apple encore. Je crois que Steve Jobs est décédé en 2011 justement, donc on était vraiment dans cette période d'effervescence où il y avait eu l'iPhone qui changeait tout, l'iPad qui avait été annoncé qui lui aussi on pensait allait tout changer. Donc c'était vraiment la période pour moi Apple centrique. Il y avait Twitter qui était en train d'arriver un petit peu partout et que j'expliquais aux auditeurs ce que c'était, à quoi ça servait. Et j'avais encore des étoiles dans les yeux avec Twitter. Je pensais que ça allait être que des trucs sympas. Aujourd'hui, on sait que ça a changé un petit peu. Et puis, un autre truc qui m'a sauté aux yeux immédiatement quand je pense à cette période, c'est le streaming de jeux. Le streaming de jeux vidéo, parce que déjà, il y a plus de 10 ans, on en parlait, et moi, je disais que c'était techniquement possible, et Yann m'expliquait que jamais ça ne fonctionnerait, que c'était une sorte de fantasme ridicule, et aujourd'hui que tout le monde s'y met, évidemment, il y a plein de gens parmi les patriotes à qui j'ai demandé s'ils avaient des questions pour ces 10 ans. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Est-ce que Yann pense encore que le streaming de jeux ne fonctionnera pas ?» Donc, je vais continuer avec mes détails, et puis on reviendra sur tout ça. Pour l'émission, il y avait beaucoup d'expérimentation, même l'émission en elle-même était une expérimentation, c'était un truc que je voulais essayer et voir si ça fonctionnerait. Il y avait l'époque No Watch, bien sûr, que ceux qui écoutaient à ce moment, dont ils se souviendront. No Watch, qui était un regroupement avec plein d'autres podcasteurs et des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui. Je me suis fait des amis dans cette période et dans cette aventure. Et puis beaucoup de légèreté, même dans la tech, tout était cool, tout était sympa. Et puis au niveau personnel, c'était la rencontre de ma femme, évidemment, qui a eu lieu à ce moment à peu près. Quelques mois après le lancement de l'émission, je rencontrais celle qui allait devenir ma femme et puis je commençais à travailler chez Blizzard. J'ai lancé l'émission quelques mois, on va dire 8 mois avant de travailler chez Blizzard. Donc voilà pour moi ce qu'évoque toute cette époque. C'est bien loin, mais vous, qu'est-ce que ça vous évoque sur tous ces sujets ? Je vais peut-être poser la question à Jeff pour remettre dans le contexte. Jeff, toi, tu étais déjà évidemment venture capitaliste dans la Silicon Valley. Ouais, depuis un bon moment. Depuis 2000. Depuis 2000. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque ? Pour moi, en fait, c'était la crise financière aux États-Unis, puisque ça s'est passé, s'est déclaré 2008, en fin 2008, et donc 2009, c'était en plein dedans. Donc c'était un moment qui était très difficile, qui était assez noir pour nous, puisque il y avait très peu de gens qui voulaient investir dans les startups dans la vallée à l'époque, puisque tout le monde était en train de se poser la question de est-ce que le système bancaire américain va exploser, est-ce que c'est la fin du monde, quoi, en quelque sorte, puisque il était en train de se passer des choses qu'on n'avait pas vues depuis 1929, et donc ça c'est le contexte dans lequel on opérait. Au niveau tech, si tu te rappelles, donc là je suis arrivé, je t'ai dit si on faisait un podcast ça serait sympa, et tu t'es pas dit attends, j'ai d'autres choses à foutre que ton podcast débile. Non, ça me permettait de changer les idées. Et je vais mourir. Ok, bon, enfin c'était pas les gens qui disaient ça, c'était les boîtes. Donc parler un peu de tech
ça changeait les idées. Et puis bon, objectivement, de toute façon, on sait très bien que en tant qu'investisseur, tu dois investir dans les bons moments, dans les mauvais moments, et ton boulot en tant qu'investisseur, c'est des boîtes de passer au travers des mauvais moments. Et donc, voilà quoi. C'était juste, on a fait notre boulot, et puis on s'en est bien sorti. En termes de tech, je suis assez d'accord avec toi. Il y a 2-3 ans, j'avais réécouté notre premier épisode, l'épisode numéro 1, et je pissais dessus, excusez-moi pour l'image, mais on parlait en fait de la magie de l'iPhone 4, et avec ses bords ronds et sa nouvelle caméra qui était super, et j'étais super excité d'avoir un iPhone 4. Bon, on cassait du Windows parce que bon, faut bien quoi. À l'époque, c'était peut-être un petit peu plus mérité qu'aujourd'hui. Et puis avant Windows 7. Et puis au niveau personnel, c'était en gros le stress des premiers pas de Softech, maintenant Uncork, en tant que gestionnaire de fonds extérieurs, puisque j'avais levé en 2007 un des premiers fonds de micro-VC dans la vallée, et donc on était en plein dans la mouise de la crise immobilière et bancaire aux États-Unis, et donc essayer de voir comment est-ce qu'on allait survivre et pourquoi est-ce que j'avais pris 15 millions d'investisseurs extérieurs, etc., etc. Donc c'était une période qui était assez difficile. Les gamins, mon fils avait une 12aine d'années, ma fille avait 9 ans, et donc c'était comment on fait pour s'assurer qu'il y a à manger qui arrive sur la table dans des moments qui étaient un peu difficiles. Ah, c'était à ce point-là, c'était vraiment, t'étais pas sûr de... Non, c'était pas difficile à ce point-là, mais si jamais tout part en vrille, ça peut devenir compliqué très rapidement, oui. Je vois. Ouais, donc effectivement, les iPhones et tout ça au niveau tech. Yann, toi, de quoi tu te souviens de cette période? Et évidemment, je veux que tu me parles du game streaming également. Le Windows Phone. Ah, les Windows Phone, c'est vrai. Ah, oui, c'était pas encore là. Ils étaient pas encore là. Je crois que c'était un peu plus tard, les Windows Phone. Mais c'est marrant parce que finalement, je vois qu'on est assez synchro pour une fois sur les points à retenir concernant Apple, puisque tous mes points concernent Apple. Le lancement de l'iPad, c'est quelque chose qui m'a assez marqué parce que je te jure que quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, mais il y a qu'Apple finalement pour te montrer un truc que tu savais pas que tu voulais. Et puis il te le montre, et puis tu te dis mais purée, mais comment j'ai fait pour vivre sans ça, quoi. Alors que franchement, voilà quoi, c'est juste un iPhone plus gros. Donc voilà, moi j'avais l'engouement qu'il y a eu autour de ce produit, ça m'a quand même sidéré quoi de voir à quel point voilà quoi ils ont lancé un truc comme ça. Mais est-ce que toi tu ça avait super bien marché? Est-ce que tu t'inclus dans cette hype, cet engouement? Juste par curiosité, moi je l'avais acheté le premier iPad et c'est le seul iPad que j'ai acheté en fait. Et là j'en ai reçu un du boulot. Il y a 2 ou 3 jours pour mes 5 ans. Ils vous offrent un iPad et puis en fait c'est devenu ma remote Chromecast en fait. Donc quand je veux lancer du Netflix, j'utilise ma tablette. Mais au-delà de ça, tu vois, c'était surtout la puissance d'Apple. Ils étaient vraiment, et puis ils le sont encore tout en haut. Donc ça, et puis des trucs comme l'HTML5, tu sais, qui commençait à faire ses débuts et qui était un peu dans la lignée de Steve Jobs qui disait le Flash, ça sert, enfin c'est trop gourmand et tout ça, on va killer ça, et puis c'est remplacé par du HTML5. Je me souviens qu'à cette époque, j'étais très ah oui, moi je veux mon logiciel installé sur mon ordinateur et tout. Le web, c'est beaucoup trop primitif, quoi, finalement. Puis aujourd'hui, Outlook, c'est fini, j'utilise tout Gmail, puis tout le côté web 2.0, quoi, finalement, ça a commencé à cette époque-là avec l'HTML5. Et puis donc du coup, voilà quoi, tout est, même les applications qu'on utilise sur les téléphones, le 3/4 sont finalement derrière, c'est de l'HTML, du JavaScript. Donc ouais, en tant que programmeur, moi ça a été un choc là de voir que finalement tout ce que j'ai appris à l'école, voilà, c'est fini maintenant. Ça sert plus à rien. Avec les techno-web. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais t'as eu une petite sortie un petit peu canadienne. T'as dit, je sais pas ce que t'as dit. Voilà, là, tout ce truc là, c'est très mignon. Ça commence à vraiment rentrer. Mais là, et puis c'est marrant puisqu'il y a encore 3-4 ans, je me foutais de la gueule des Canadiens en disant mais purée, mais arrêtez de dire là tout le temps. Ça
n'a pas de sens. Et puis petit à petit, ça se met dans mon vocabulaire. Écoute, j'y peux rien. Puis la mort de Steve Jobs, qui voilà quoi, c'était un grand homme. Et puis de voir qu'il a repris la compagnie quand elle était à 2 doigts de couler, et puis c'est la compagnie la mieux cotée à sa mort sur la bourse, c'était quand même un sacré retour de force. Le OnLive, enfin les services de streaming. Patrick, combien de jeux as-tu terminé cette année à peu près, hein, combien t'en as fait que t'as Mon fini, Dieu, hein. Mais il continue. Non, mais écoute, réponds à la question. Je sais pas, savoir, terminé, on va dire une dizaine, peut-être même moins. Combien t'en as terminé sur un service de streaming? Aucun. Voilà. Donc, et sinon, au niveau des grands changements dans ma vie personnelle. Donc j'avais raison. Voilà. Non, mais ce qui est marrant, c'est que sur cette histoire, moi je pensais que ça allait arriver plus vite, ou en tout cas que commercialement les offres allaient s'installer plus vite, mais on est encore dans cette manière de voir les choses où les technophiles ont l'impression que les nouveautés vont mettre 2 ans à s'installer, et en réalité c'est plus 10 ans que ça prend. Et là, on est complètement dans ce contexte parce que maintenant, on commence à voir une possibilité que ça s'installe d'ici 1 ou 2 ans, donc ça fera un petit peu plus de 10 ans, mais c'est sûr que voir les choses s'installer en 2 ans, c'était un petit peu trop optimiste, quoi. Mais bon. Mais je comprends ce que tu dis, mais en même temps, Netflix, tu sais, ça a pas pris 10 ans à s'installer. Donc, je pense que c'est un marché de niche. Il y a des gens qui vont l'utiliser, mais je continue de penser que voilà, tu t'achètes God of War, tu t'achètes Last of Us 2, tu voudras probablement le faire dans les meilleures conditions possibles. Oui. Bon, écoute, on verra dans 10 ans, on fera une autre émission pour ça. Et puis pour finir avec ce qui a changé dans ma vie à cette période, je dirais que bien évidemment mon arrivée au Canada, je quittais la France pour enfin faire ce que j'ai toujours voulu faire depuis que j'étais petit, là, donc de travailler dans... Ah, c'est bizarre, je viens de le dire encore. Oui, t'as raison. J'étais petit, là. Donc, il y a des auditeurs canadiens à qui ça fait très très plaisir, là. A boot. Ça te fait marrer, mais non, mais c'est assez rare quand même que tu entendes des boot comme ça, là. Bref. Comme ça, là. Canadien, un grand changement. Devenu papa, mon fils, en 2010. C'était un sacré changement. Je suis sûr que Patrick peut nous en dire quelques mots aussi. Ouais, on va en parler dans quelques minutes, là. Et puis voilà, quoi. Enfin, quitter le monde du développement de logiciels que j'ai fait pendant 5 ans à Paris pour enfin faire du jeu vidéo, travailler chez des boîtes de jeux vidéo. Parce que tu sais, c'est un milieu qui est assez fermé. Tu sais, c'est un peu un club réservé aux habitués. Si tu rentres pas, enfin, si t'es pas habitué, tu rentres pas. Mais comment tu peux t'habituer si tu rentres jamais? Enfin, voilà. C'est un cercle qui est quand même très fermé. Donc, une fois que je suis rentré, ça m'a ouvert toutes les portes. Puis ça a vraiment changé ma vie, en fait. Donc, est-ce que tu as regretté ce gros changement une fois ou... Est-ce que j'ai regretté ce changement? Non, non, jamais. Et puis, tu vois, quand je retourne à Paris, alors il faut que mais quand je retourne à Paris, je suis content d'avoir fait T'es content d'être parti? Ouais, je suis content d'être parti. Autant il y a plein de choses qui me manquent de ma vie parisienne, mais il y a un confort de vie quand tu vis en Amérique du Nord qui est, surtout quand tu as une famille, qui est indéniable, quoi, incontestable. Mais attendez, je suis en train de me rendre compte que tous les trois, aucun d'entre nous n'est en France. On est tous venus de France, mais on est tous partis. Enfin, venus de France. Moi, je suis venu d'ailleurs, mais d'accord. Donc voilà. Oui. Ok, bon, bah ça c'était pour la première période. Il y a la deuxième période qui est la période que j'ai appelée Second Job pour moi, c'est de 2012 à 2014. Moi, ce que j'ai noté au niveau tech, c'était vraiment l'arrivée du web instantané, le web qu'on a parfois appelé le web 3.0, le real-time web. C'est quelque chose qui nous paraît normal et évident aujourd'hui, mais il y a une époque, même Twitter, on envoyait un tweet et puis on venait quelques minutes plus tard, ou une demi-heure, 1 heure plus tard, et puis les choses ne se faisaient pas encore de manière instantanée en 2011, je pense. 2012-2014, ça a vraiment commencé à s'installer. L'autre chose que j'ai notée, c'est vraiment la montée en puissance de Google, qui existait déjà avant, évidemment, mais c'est en particulier avec YouTube qui a pris une place énorme dans le quotidien des internautes, qui a commencé à prendre cette place pendant cette période. Et puis Google faisait 1000 choses différentes, ils essayaient plein de trucs différents qui étaient parfois voués à l'échec. Et j'ai noté aussi le projet Ara, qui date de cette période. Le projet Ara, c'était
téléphone modulaire que Google avait repris et lancé, qui évidemment n'est arrivé à rien comme je l'avais prédit. D'ailleurs, il y a un ami de ma femme qui écoute les émissions et qui lui disait, quand on était à Paris la dernière fois, qui lui disait, c'est marrant, j'ai recommencé à écouter les rendez-vous tech depuis le début pour voir un petit peu, pour me refaire ma culture tech. Et c'est marrant quand même, Patrick, il voit les choses arriver et il se trompe quand même pas souvent, hein, c'est assez intéressant. Donc je le prends au mot, enfin je lui fais confiance. Effectivement, je ne me trompe pas souvent. Donc voilà, vous en êtes témoin. Donc tout ça, c'est surtout. C'était pas dur de prédire que ça n'allait pas marcher. Hein. Je veux pas t'enlever quoi que ce soit à ta préscience et ton intelligence, mais te prédire que celui-là il n'allait pas marcher, tu me suis. Bon, il faut avouer que celui-là, c'était pas forcément le premier, le truc le plus difficile à prédire. Au niveau de l'émission, j'ai vraiment ce sentiment que c'était donc, comme je le disais, le deuxième boulot. C'était dur. Il a fallu beaucoup persévérer pendant cette période parce que j'avais mon boulot chez Blizzard qui me prenait évidemment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et j'avais plein d'autres émissions que je faisais en plus du Rendez-vous Tech. J'ai dû en arrêter certaines d'ailleurs et j'ai choisi de continuer le Rendez-vous Tech, mais c'était pas évident et c'est un truc que j'aurais pas continué si c'était pas vraiment quelque chose qui me passionnait, que j'avais envie de faire à la base. Et je pense que peut-être pas n'importe qui d'autre, mais une bonne quantité d'autres personnes se seraient arrêtées à ce moment parce que c'est tellement... Les gens se rendaient pas forcément compte, peut-être maintenant un peu plus, mais à quel point c'est du boulot de faire des podcasts et de rester régulier comme ça. Il a fallu vraiment beaucoup de persévérance et d'énergie. Et puis au niveau et ça faisait toujours plaisir, donc j'avais quand même envie de le faire, mais il y avait des moments, c'était dur. Et puis au niveau perso, je me suis marié, on a fait notre lune de miel au Japon. C'était la concrétisation donc de ce qui s'est passé dans la période précédente. Je me rends compte que on s'est marié en 2013, c'était 4 ans après qu'on se soit rencontrés. Et si j'avais pu l'épouser plus tôt, en fait, je crois qu'on l'aurait fait. C'était quelque chose de tellement évident pour moi. Donc ça, c'était une belle dose de bonheur, de bonheur dans la vie personnelle, quoi. Donc voilà pour moi. Je retourne vers Jeff. Qu'est-ce que tu retiens de la tech, toi, de cette époque 2012-2014 ? Je pense qu'il y a vraiment eu un moment où ça a été l'explosion de l'écosystème des applications sur l'iPhone, où toutes les boîtes qu'on rencontrait, c'était l'appification du monde, en quelque sorte. Désolé pour le mot barbarisme, oui. Le barbarisme. Et donc, tu avais vraiment l'impression que c'était... tu avais des apps pour tout. Je suis d'accord avec toi, c'est la montée en force de Google qui a depuis longtemps, en fait, développé la partie, en gros, alphabet. Donc les différentes activités, et c'est à ce moment-là que ça commençait à se développer. Donc ce sont des boîtes qui à se voir et à se sentir, ouais. À se voir et à se sentir. C'est là aussi où en fait toutes les boîtes que l'on connaît aujourd'hui, que ce soit Amazon, que ce soit Google et Alphabet, que ce soit Facebook, ont commencé à se diversifier. Donc c'est aussi dans cette période-là que Amazon a lancé AWS. Et donc c'est la plateformisation en fait des géants du web en quelque sorte. Au niveau et depuis depuis des années, j'utilise des Macs, donc je continue d'utiliser des Macs, je continue à avoir des iPhones. J'essaye de temps en temps d'acheter autre chose, d'avoir un Android ou un téléphone Microsoft, et je les utilise pas plus de 15 jours, donc je continue mes tests. Au niveau boulot, c'est la charnière pour moi où je décide de ne plus être seulement ce qu'on appelle un solo GP, donc quelqu'un qui est tout seul pour faire tourner donc le fonds, et je commence à embaucher des gens et on lève un fonds beaucoup plus gros en 2010-2011, un fonds de 55 millions. C'est là où on commence, on a passé on a réussi à survivre la crise financière
Et puis on repart comme en 40. En 2010, Fitbit. Donc là, tu reviens en arrière un arrive. peu. C'est 2010, ouais. Ouais, enfin 2010-2011. Fitbit a un mal fou à lever de l'argent, on les sauve. Et puis c'est le moment où la boîte commence à vraiment exploser en termes de chiffres et de revenus. Et encore aujourd'hui, même si j'ai eu quelques autres IPO, Fitbit est resté quand même un succès qui a été clé pour nous. Et puis au niveau personnel, on voit en fait les enfants tourner en jeunes adultes. Et donc c'est l'évolution au travers de l'adolescence. C'est aussi un moment qui a des bons moments et des moments plus compliqués. Est-ce que tu as eu les crises du genre « Ah, mais je te déteste, t'as ruiné ma vie !» machin, ou ils sont restés sages quand même? Non, on a eu nos crises, parce que de toute façon, vous verrez tous les deux, de toute façon, il n'y a pas de notion, toute famille passe par ses crises et ses hauts et ses bas. Et puis, c'est aussi le moment où ma chère et tendre prend la tête du centre d'innovation sociale de Stanford. Oh, pas mal, d'accord. Donc, beaucoup d'activités au niveau personnel aussi. Pour toi, Yann, là, tu es installé depuis quelque temps au Canada. Enfin, parlons de tech avant quand même. Ouais. C'est vrai que l'application, je ne l'ai pas complètement noté, j'en parle un petit peu après, mais c'est vraiment là que ça a commencé. Mais vas-y, Yann. Écoute, moi, ce que je retiendrai de l'époque, c'était aussi l'époque où Windows 8 est sorti, avec la réception qu'on connaît. Voilà, exactement. C'est cette réception. mais en fait, c'est surtout tu sais, en fait, on a l'impression que les releases, les sorties de Windows, c'est toujours c'est super, c'est nul, c'est super, c'est nul. Et Windows 8, tout le monde lui a craché dessus, c'était horrible parce qu'il y avait cette histoire de menu démarrer qui prenait tout ton écran. Et je me souviens que ça a duré longtemps là, et que ça m'avait marqué parce que je me dis mais purée, mais c'est juste un menu. En fait, t'appuies sur un bouton, t'es de retour comme sur Windows 7. Pourquoi tu nous pourris la vie avec ton truc là? Et je me souviens que ça avait duré assez longtemps et que Windows 10 est sorti après. Et puis là, tout le monde a dit oui, effectivement, c'est beaucoup mieux, alors que finalement, ça pas changé grand-chose. C'est un petit peu la même chose, ouais, non, mais exactement. Ouais, voilà, j'ai été un fervent défenseur de Windows 8 pour tout un tas de raisons. Enfin, fervent défenseur. Je trouvais qu'il n'était pas aussi mauvais que les gens disaient. Mais bon, quand les gens se sont fait un avis sur un truc, c'est impossible de leur faire des morts. Surtout en tant que programmeur, tu sais, moi je crée des logiciels et puis maintenant des jeux là, et puis tu changes un tout petit truc, tu déplaces un bouton, tu le mets à gauche plutôt qu'à droite, et puis là les gens, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? On comprend plus rien, c'était parfaitement bien avant, etc. Donc le fait que les gens n'aiment pas le changement, j'ai trouvé ça encore avec Windows 8. Et puis c'était le lancement de la Xbox One et PS4. Alors là, ça devient un peu plus game-centric là, puisque c'est game-centric là. Tu n'aurais jamais dû me dire ça en fait. Tu vas l'entendre à chaque fois. mais oui, la Xbox One qui est sortie, la PS4 qui est sortie juste après en 2014, et puis j'ai presque envie de dire cet assassinat de la presse sur la Xbox One, tu sais, sur le fait que, oui, vous comprenez, il faut tout le temps être connecté, etc. C'était tellement juteux comme affaire, comme titre, de voir les points faibles de la Xbox One et de vendre du clic avec ça. En fait, moi, ça m'avait vraiment fait chier, en fin de compte, de voir qu'ils étaient complètement passés à côté des innovations qui venaient avec ces restrictions avec la Xbox One. Et donc, du coup, la presse je pense, à blâmer quand même par rapport à ça. Ça m'avait vraiment fait chier de voir que, voilà, je pense les gars, mais vous réalisez pas tout ce qui vient avec ça. Oui, il y aura le côté connecté. Et puis, de toute façon, on est tous connectés. Alors, arrêtez avec ça. Enfin, bref, ça m'avait vraiment saoulé, quoi. Je dirais que sur cette question précisément, c'est une bonne illustration, effectivement, du fait que quand les gens sont fait un avis sur un truc, il est difficile de leur en faire changer.
Je pense que sur le coup, Microsoft est quand même beaucoup à blâmer pour la manière dont ils l'ont présenté. Leur présentation était catastrophique et ils n'ont pas du tout mis en avant les avantages qu'amenait ce système, ou pas assez en tout cas. La presse est peut-être en partie responsable. Je pense que la révolte des joueurs est également particulièrement notable sur ce sujet aussi. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a encore aujourd'hui les conséquences de cette sorte de comment on peut dire, de ce frenzy, de folie qui a pris les joueurs, parce que les jeux numériques, les jeux dématérialisés, eh ben on peut toujours pas les revendre, on peut pas les prêter, on peut rien en faire. On les achète au prix fort parce qu'ils sont toujours au prix fort sur les stores, alors que Microsoft, avec sa Xbox One à l'origine, voulait changer ce système et faire en sorte. Alors oui, il y avait plus vraiment de jeux physiques et il fallait toujours être connecté, mais d'un autre côté, il était possible de vendre ces jeux numérisés, de les prêter aux gens. Il y avait ce système de prêt de prêt familial où n'importe qui pouvait accéder à notre compte et à nos jeux. Enfin, il y avait beaucoup de choses intéressantes, mais je pense que Microsoft est à blâmer aussi dans l'histoire parce qu'ils l'ont pas présenté. Ils ont dit, enfin bon, bref, on va pas refaire l'histoire, c'était 2013. On va pas refaire le débat, mais au final, c'est que même si le message est mal présenté, c'est qu'il y a une partie du job quand même aux journalistes de la reformater, de l'exposer clairement aux auditeurs, j'allais dire, mais aux lecteurs. Et puis, je pense qu'ils se sont focalisés juste sur une partie. Bah, tu fais bien de dire aux auditeurs parce que moi, je l'avais bien présenté, donc. Oui, absolument. Écoute, au niveau de mes souvenirs de l'émission dans cette période, je te dirais que il y a un truc en particulier qui ressort, c'est une fois j'écoutais le Rendez-vous Tech et puis tu étais en train de parler d'un truc concernant le fait que la presse française voulait faire payer à Google leur référencement dans Google News. Et je te jure que c'était une des rares fois où j'étais complètement en cœur avec toi, Patrick. Je dis, vas-y, dis-leur que c'est n'importe quoi, Patrick, vas-y et tout. J'en avais la larme à l'œil tellement on était synchro. Et puis donc voilà, quoi. Je trouvais ça vraiment ahurissant. Mais en même temps, quand je regarde aujourd'hui avec, tu sais, quand t'as un YouTuber qui utilise de la musique et que avec le DMCA Strike, tu peux comme oui, tu peux te faire bloquer tu n'as pas le droit d'utiliser mes trucs pour ton produit dérivé, quoi, finalement. Et puis, je trouvais qu'il y avait un parallèle intéressant avec ça, là. Mais bon, au final, j'avais trouvé ça quand même... Mais pire, il y a l'article 13 qui est en train d'être mis en place, qui va remettre sur le devant de la scène l'histoire des liens pour lesquels on devrait payer. Mais bon, ça, on verra ce que ça donne, oui. Et puis la naissance de ma fille en 2014. Donc là, je pensais qu'avec un gamin, c'était difficile. Boy, was I wrong. mais c'était quand même quelque chose qui a marqué cette année-là. Donc maintenant, voilà, on est une petite famille, un petit noyau expatrié de 4. Et donc on est devenu canadien aussi à l'époque. On a eu nos passeports, on est naturalisé maintenant, donc j'ai la double nationalité. Donc voilà, c'est beaucoup de changements en 2014 et ça. C'est ce que je pourrais dire par rapport à mes changements personnels. Je me demande si les auditeurs qui nous écoutent se demandent eux aussi où ils étaient quand ils entendaient dans l'émission, certains d'entre eux en tout cas, parler de tous ces sujets tech, et s'ils se disent ah oui, à cette époque j'étais jeune aussi, j'avais moins de cheveux blancs. Ou alors j'étais à l'université, j'étais au lycée, certains d'entre eux peut-être nous écoutaient au lycée, pas beaucoup je pense. Et enfin la dernière période, la période patriote. Alors de quoi je me souviens? C'est un petit peu plus long comme période, c'est 2015 à 2018. Alors pour moi, il y a d'une part le fait que le mobile first, le monde du net et du web s'est transformé en mobile avant tout. Ça s'est avéré pendant cette période. La montée en puissance de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle, réalité augmentée, bien sûr, qui sont encore là, même si certains ont pensé que la réalité virtuelle ne ferait pas long feu. Bon, bah, elle n'a pas eu l'explosion de popularité, mais elle est encore là. Microsoft qui fait son grand retour grâce à Satya Nadella, je pense que c'est notable aussi. Uber, peut-être la société de cette époque, même si elle existait avant, elle a vraiment occupé le centre de la scène pendant ces quelques années, et elle a surtout influencé tout un tas d'autres sociétés de manières de fonctionner dans la tech.
Et puis surtout, la question de la maturité de la tech, les controverses, l'influence des réseaux sociaux qui, à partir, on va dire, de 2016, a commencé à se faire pressante. Et le fait que, on en parle encore aujourd'hui, au début du rendez-vous tech, on parlait d'app, de téléphone cool, des nouveaux appareils photo qui étaient intégrés au smartphone. Aujourd'hui, on parle de politique, d'économie, de problématiques dans les élections, enfin ce genre de choses dont j'aurais jamais pensé parler il y a 10 ans dans une émission tech, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment notable. Et puis la montée en puissance de la Chine, qui là est incontestable et qui va continuer pendant les années à venir. Pour l'émission, c'est vraiment le rêve dont je parlais à l'épisode précédent, le tweet là qui disait j'aimerais bien que ça soit un vrai métier, c'est vraiment un rêve qui a été réalisé grâce aux patriotes, grâce à ceux qui ont décidé de soutenir l'émission. C'était un moment incroyable. C'est vraiment parfois je regarde des champions, des athlètes ou des sportifs qui gagnent une compétition ou des gens qui gagnent un Oscar ou ce genre de truc et je me dis mais qu'est-ce qui peut leur passer par la tête dans des moments comme ça, le fait d'avoir un tel niveau d'accomplissement. Et en fait, je me rends compte que moi, j'ai ressenti la même chose au moment où j'ai commencé où j'ai lancé le Patreon, au moment surtout où je l'ai lancé pour en vivre. Et où les auditeurs ont répondu tellement présents, c'était un moment vraiment incroyable. Et la construction de cette communauté, qui est un truc que je voudrais vraiment continuer à développer et surtout mettre l'accent sur la communauté à l'avenir. J'en parlerai peut-être dans quelques temps avec une mini refonte du Patreon que je veux axer un petit peu plus sur la communauté. Parce que la communauté du Rendez-vous Tech est quelque chose d'assez unique et je me rends compte de plus en plus de la valeur qu'elle a, en partie grâce au Slack avec lequel on interagit beaucoup et qui m'a vraiment fourni une alternative à toute cette toxicité de l'internet et c'est un endroit très bienveillant et donc je voudrais étendre un petit peu ça mais je vous en reparlerai bientôt et puis un travail hyper sérieux qui est devenu vraiment un vrai travail quoi. Au fil des années c'est devenu quelque chose hyper rigoureux, encore plus que ça ne l'était avant et puis quelque chose de comment dire simplement le fait que ça soit devenu un travail quoi, un vrai travail qui soit pour lequel il faut penser à l'avenir, penser à l'orientation, penser aux choses d'une manière un petit peu différente de quand c'était juste entre guillemets un hobby. Et puis au niveau perso, il y a eu les déménagements, beaucoup de flexibilité dans le boulot. J'ai travaillé depuis le Japon pendant 3 mois, je travaille parfois de la Finlande, parfois de la France, parfois d'ailleurs. Et puis évidemment cette année, le bébé qui est arrivé, qui a tout chamboulé. Parfois de manière un petit peu compliquée, mais généralement avec beaucoup de choses positives. Donc ça, c'était au niveau personnel, quoi. Mais pour la tech, je crois que Uber, c'est peut-être le nom que je retiendrai le plus de ces années, même s'ils sont devenus sages maintenant. Jeff, toi, qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? Toi, c'est toutes les sociétés qui sont venues te pitcher, c'était on est le Uber de trucs, j'imagine. Voilà. Le Uber de ça. L'ubérisation du monde. Ouais. Je pense que tu as raison sur l'impact. Je résumerai en fait un petit peu ce que tu disais sur l'impact sociétal des grosses boîtes de la tech et pourquoi et comment leurs actions, leurs décisions impactent la société, que ce soit avec Uber, le développement du modèle de gig economy où d'un seul coup on dit les gens n'ont plus un boulot mais ils vont prendre un ensemble de petits boulots et ils vont les trouver au travers d'une app, que ce soit Uber, que ce soit Lyft, que ce soit Postmates, etc. L'impact de Facebook et Twitter sur les élections américaines où clairement ils n'étaient pas prêts à l'utilisation que certains groupes qui ont voulu l'influencer les élections ont réussi à faire, et donc on va voir ce que ça va donner en 2020. C'est la montée en charge de toutes ces boîtes. Quand tu regardes aujourd'hui, mais c'était déjà le cas l'année dernière, Amazon, Google, Microsoft,
sont au-dessus de 700 et Apple sont au-dessus de 700 milliards de valorisation. C'est absolument monstrueux quand tu réfléchis. Et puis c'est dans mon monde, c'est tout secteur de l'économie est en train d'être soit un ensemble de nouveaux acteurs, soit les acteurs traditionnels sont en train d'être détruits par des nouveaux acteurs. Donc soit c'est de la disruption, soit c'est de l'enablement au niveau SaaS. Donc le monde commence à avoir du SaaS partout. Et pour nous, c'est une énorme opportunité, mais c'est vrai que... Software as a service, je précise. Software as a service, pardon. Oui, software as a service. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi le développement de ce concept de unicorn ou de la licorne en français. Donc, des boîtes qui valent plus d'1 milliard. C'était très rare que tu dépasses le stade de la valo du milliard de valorisation en tant que boîte privée. Et maintenant, il y en a 150 et c'est à peine si les gens font attention quand tu passes le milliard. C'est juste une étape comme toute autre. Au niveau personnel... Quand est-ce que c'était très rare? Tu dis les boîtes qui valent 1 milliard, c'était très rare quand? C'était il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Le monde des unicornes ou des licornes a vraiment commencé à se développer il y a 5-6 ans. D'accord. Et c'était en gros, avant tu hésitais en tant qu'investisseur à pricer une boîte au-dessus du milliard, parce que typiquement tu étais censé être une boîte publique au moment où tu dépassais le milliard. Et puis regarde Uber, on parle d'une valorisation d'Uber à 120 milliards le jour où ils vont public, ce qui est absolument incroyable. Au niveau perso, pour nous, c'est au niveau du fond. Le déménagement à San Francisco. Donc San Francisco, aux alentours de 2012-13, a commencé vraiment à prendre le pas sur la Silicon Valley en termes de l'endroit où les boîtes se développaient et grandissaient. Et donc, nous, on a bougé nos locaux dans South of Market, et on a eu la chance en fait d'être un des premiers à partir de Palo Alto pour San Francisco. Donc on a un super building et aujourd'hui la quasi-totalité du monde du VC est à San Francisco dans à peu près un kilomètre carré, je dirais, puisque tous les VC aiment bien se mettre les uns à côté des autres et ils adorent faire monter les prix. C'est pas simple au niveau trafic, au niveau commute. Aujourd'hui, San Francisco est complètement étouffé par le nombre de voitures et il y a beaucoup trop de gens qui viennent travailler ici. Il n'y a pas d'infrastructure pour ça, donc c'est vraiment un problème. 2015, c'est la première IPO pour nous, donc l'IPO de Fitbit. Qui a été c'était un grand moment, puisque en tant que VC, même si on a eu beaucoup d'exits, en fait c'est vraiment les mises sur le marché, les IPO qui comptent le plus. Et donc Fitbit c'était la première, on a eu 2 derrière ça, et on espère avoir 1 ou 2 IPO encore cette année. Et puis au niveau perso, c'était en fait ce que vous connaîtrez à un moment, c'est le départ des enfants de la maison. Notre fils qui part au collège, donc à Bard, pour faire des études en sciences politiques, donc sur la côte Est. Et puis notre fille qui part en boarding school pour 1 année. Donc on a été pendant une petite période de temps des empty nesters, des gens sans enfants. Et c'était super. Et puis là, on a récupéré les deux, et c'est super aussi, mais bon, c'est super différemment, on va dire. C'est super différemment, ouais. Tu retrouves un peu le concept de liberté, de faire ce que tu veux, sans que tu dois t'occuper des gamins en premier. Et puis... Ouais, 10 ans du rendez-vous tech, c'est super. Ouais, on arrive au bout, là. Yann, pour toi, c'était quoi les trucs notables ? Écoute, niveau tech, je te dirais qu'il y a la bulle du Bitcoin qui a explosé. Ah là là, c'est vrai que j'ai même pas pensé au Bitcoin. Oh. J'avais des collègues qui se disaient, purée, t'as vu, c'est passé de $1 à $15 000 le Bitcoin. C'est bon, j'en achète quoi. Tu sais, quand c'était à 15 000.
Oh là 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 là. Et puis il y en a d'autres qui ont carrément lancé leur boîte et tout. Ils ont acheté des tonnes et des tonnes de cartes. Et puis quelques mois après, voilà. Donc ouais, ça. Et puis j'étais à 2 doigts de craquer. Hein. Je me suis dit, enfin ouais, je me suis. Bref. T'as failli te lancer dans le Bitcoin toi aussi. Ah ouais, carrément. La ligne était, c'était exponentiel. C'était un truc de fou. Et tout le monde était tellement excité par le truc. Et puis j'avais l'impression d'être le seul sur le coin de la route à me dire non, je monte pas. Ma maman, elle m'a dit de pas monter dans un truc que tu connais pas. et voilà, je suis resté avec ça. Et puis je me dis heureusement quoi. Donc voilà, ça a été quand même quelque chose d'assez énorme. La fin de la neutralité du net, qui voilà, j'aurais jamais pensé qu'un truc comme ça pourrait passer, mais voilà. Aux États-Unis, oui. Ouais, voilà. Et puis, tu sais, le truc qui m'a le plus marqué, en fait, c'est on parle souvent au niveau de l'élection américaine avec l'implication de Facebook et le fait de processer les informations pour que les gens soient influencés dans leur vote. J'entendais ça, mais je l'avais jamais vécu, en fait. Et puis, je te jure qu'il y a à peu près 2 mois, il y a ma mère qui m'envoie un message sur WhatsApp qui me dit et qui me cite en fait quand un article de Montréal où tu as un maire, alors le maire de telle ville se bat contre la communauté musulmane qui veut faire bannir le jambon dans les cantines, etc. Et donc il se bat corps et âme contre ça pour maintenir le truc quoi. Et aucun lien, rien du tout. C'est juste ma mère, elle m'envoie ça, elle me dit ouais, je pense que votre maire là, il est, enfin voilà, je pense que tu devrais le savoir là. Et je lui dis mais ça sort d'où ce texte? Elle me fait c'est une amie qui me l'a envoyé. Je lui dis mais t'as une source, t'as un truc? Elle me fait non. Donc tu vois, et puis voilà, je te passe toute la conversation ouais. Et puis le savon que je vais passer après. Parce que ça s'avérait complètement faux. Je lui donnais parce que ça fait 4 ans que ce message circule sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai dû l'éduquer par rapport à ça. Et c'est là, pour la première fois, quand j'étais impacté directement, que j'ai réalisé finalement l'impact et la puissance d'utiliser les réseaux sociaux et de passer par quelqu'un dans ton réseau pour faire passer une information qui t'as pas besoin de source, quoi, en fait. Donc ça m'a marqué. Au niveau de l'émission, il y avait un spécial de Cédric Bonnet qui avait parlé. C'était un épisode spécial sur la domotique et je te jure que je me suis dit mais je veux absolument une maison avec des capteurs partout quoi. Il avait vendu ça pendant 1 heure et j'avais beaucoup aimé. J'ai juste un détecteur de lumière pour le moment. C'est un début. C'est un début, c'est pas mal. L'émission, on a dû la faire il y a 2 ans, donc bon, tu y vas lentement, mais écoute, lentement mais sûrement. Il avait dit qu'il fallait prendre du Philips. Alors j'ai pris du Philips. Donc voilà. Et puis personnellement, 10 ans de mariage, je crois qu'on appelle ça les noces de plomb. Donc voilà, c'est tu sais le mariage là, c'est des hauts et des bas, mais bon, on a tenu le bon là et puis c'est un beau milestone. Donc on est content, 2 beaux enfants, 10 ans de mariage. Ma première GDC, tu sais quand je dis que je voulais travailler dans le jeu vidéo et puis pour une fois là, enfin pour la première fois plutôt que voilà qu'on m'envoie à San Francisco pour la Game Developers Conference, pour ceux qui ne savent pas, c'est la conférence des professionnels, des développeurs professionnels du jeu vidéo. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est un peu comme aller à l'E3 là pour là. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et c'était magique d'aller à San Francisco et de suivre toutes ces conférences. Un beau milestone pour moi. Et une réorientation professionnelle aussi où je quitte finalement même si j'étais dans le développement dans le monde du jeu vidéo, mais j'étais pas encore maintenant je fais vraiment de la 3D en fait, donc vraiment à l'intérieur du moteur et c'est un pari assez difficile puisque tu sais j'ai 38 ans et donc quand tu rentres dans une case dans un silo, c'est difficile d'en sortir. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais de la comédie que tu veux faire du drame. C'est donc à m'avoir permis de faire cette transition là à un âge aussi avancé, on dira. C'est quelque chose qui ouais, avancé ça va. Oui c'est bon. On se calme, hein, Yann, on va se calmer tout de suite. Hein. Non, mais je veux dire d'un point de vue, tu sais, en termes de carrière, en fait, quand t'as choisi ta carrière bien plus tôt, en fait, quand tu fais pas un changement aussi tard, donc en programmation. Donc voilà, j'ai eu la possibilité de le faire et donc du coup, c'est un de mes autres rêves et j'en suis très content.
Je suis en train de me rendre compte que moi, mon dernier changement de carrière, il y en a eu beaucoup, c'était donc il y a 5 ans, j'avais 40 ans, et c'était donc passer podcasteur professionnel. Tu te rends compte ? J'étais à l'époque 2 ans plus vieux que tu n'es aujourd'hui. C'est dingue, non ? Non, parce que tu me disais, t'as 38 ans aujourd'hui ou... J'ai 38 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, mais t'es un petit bébé en fait, t'es hyper jeune, c'est dingue. T'as 7 ans de moins que moi, mais c'est pour ça que t'étais tellement fougueux au début avec les histoires de game streaming, tout ça. Tout s'explique. Rendez-vous dans 20 ans quand tu nous diras, tu verras, dans 2 ans, ça a marché. On y est presque. Bon, voilà pour ce petit regard en arrière. J'aimerais conclure l'émission avec quelques questions des patriotes. Je leur ai demandé s'ils avaient des questions à nous poser et j'en ai retenu quelques-unes. La première, ça serait, c'est la question de Arthur Cornillo qui me demande, je résume un petit peu, il dit, est-ce que vous arrivez à ne pas vous dire que c'était mieux avant. Lui, il dit, avec les Facebook et les réseaux sociaux, il a 35 ans et il se sent comme un vieux con qui décroche des usages. Et il se rend compte qu'il n'arriverait pas à se priver de smartphone aujourd'hui. En 10 ans, la tech a tellement changé. Est-ce que vous réussissez à ne pas vous dire « Ah, c'était mieux avant » ou est-ce que vous pensez que c'est mieux aujourd'hui ? Une question compliquée, je pense. Jeff ? Vu ce que je fais, c'est impossible pour moi de... Enfin, disons que si jamais un jour je pense ça, j'arrête, quoi. Parce que, par définition, on va rencontrer tous les jours des entrepreneurs, on va les écouter, ils vont avoir une certaine vision du futur. Et une fois de temps en temps, en gros 12 fois par an, on va faire un gros chèque parce qu'on croit à leur vision du futur, que ce soit dans le domaine de l'espace, que ce soit... dans le domaine de la santé, etc., etc. Donc, clairement, depuis 2 ans, avec Trump en tant que président des États-Unis, on ne va pas dire que c'est mieux que Obama, parce que bon, j'ai voté pour l'autre côté, mais non, globalement, c'est tout progrès n'est pas forcément positif, surtout avec les effets négatifs sur le climat, etc. Mais globalement, en termes de tech, surtout avec la prise de conscience des besoins de nouvelles gouvernances, etc., je pense qu'on fait des progrès. C'est marrant, je pensais justement à ce propos aussi qu'il est très facile aujourd'hui de ne voir que les côtés négatifs de tout ce que ça nous a apporté, les évolutions tech de ces 10 dernières années. C'est vraiment, on est dans une période où, comme on découvre un petit peu, j'exagère mais à peine, tous ces côtés négatifs, les côtés vie privée, monétisation de nos données, etc., utilisation... malicieuse, non pas malicieuse, malveillante de ces outils, on a un petit peu tendance à oublier que ça nous apporte aussi énormément. Alors, c'est pas que sur ces 10 dernières années, mais tout ce qu'on fait. Moi, j'ai en quelque sorte inventé mon métier, et on est quelques-uns dans le monde du web et du net à avoir inventé nos métiers, des trucs qui n'existaient pas il y a quelque temps. Et tout ça, ça serait pas possible. Notre communication, notre interaction avec la communauté, ça serait pas possible. Et il y a plein de choses comme ça. L'ubérisation a des côtés négatifs, mais elle a aussi des côtés très positifs. Et on les voit plus tellement. C'est comme quand on déménage dans un pays nouveau. Au début, on voit que les trucs super bien. Et puis au bout d'un moment, on se met à ne plus voir que les trucs pourris et on oublie tous les trucs super bien qui sont cool aussi. Là, on est un petit peu dans cette période où on est tellement à l'aise avec la tech qu'on ne voit que les trucs négatifs. Et c'est vrai que pour moi non plus, j'ai du mal à me dire ah c'était mieux avant parce qu'il y a énormément de choses dont je vois les bénéfices à côté des effets négatifs, mais je vois beaucoup les bénéfices de tout ça aussi. Donc c'est difficile pour moi de me dire ah c'était mieux avant. Yann, t'es dans la même optique ou? Écoute, j'entends souvent ça. J'évolue encore une fois dans le jeu vidéo, donc c'est quelque chose qui revient souvent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais qui n'ont pas vraiment vécu avant, ou ils en ont eu une expérience assez peu. Ils n'ont pas été super exposés puisque
Je te jure que il suffit juste de prendre du recul là, de voir que dans le creux de ma main que j'ai accès à Internet, alors qu'avant, voilà, il fallait que je deal avec ma mère pour avoir 2 heures d'Internet par mois sur un modem. On en était à une époque. Bon, là, où, on monte à plus qu'il y a 10 ans. Mais... oui, mais écoute, c'est vraiment, il fallait que je sélectionne les pages sur lesquelles je voulais aller, que j'y aille et qu'après je coupe Internet le temps de pouvoir la lire. Quoi. Donc on était là. Donc et il n'y avait pas d'image, il n'y avait rien, tu sais, donc des fois j'allais dans le code vraiment HTML pour essayer de... Anyway, c'était... donc oui, je pense qu'on est mieux quand même aujourd'hui avec la tech. Oculus Rift, l'AI, tout ça là, c'est... non, je ne souscris pas à cette... Arthur, à 35 ans, il nous pose cette question, c'est-à-dire que quand l'émission s'est lancée, il en avait 25. Il était jeune et insouciant lui aussi. C'est marrant. Non mais c'est vraiment marrant parce que moi je repense à moi comment j'étais à 25 ans et c'est vrai que j'étais quand même quelqu'un de très différent de qui je suis aujourd'hui. Mais bon bref. Une autre question, celle de Denis Merveillot qui en a posé plusieurs d'une manière assez intéressante. Il y a plusieurs qui sont sur le thème de quel est l'élément tech le plus intéressant de ces 10 dernières années. Mais lui, il pose la question de cette manière, quel est l'évolution ou le produit le plus improbable arrivé ces 10 dernières années? Le truc le plus improbable, genre on s'est dit ça marchera jamais mais c'est devenu indispensable. Est-ce qu'il y a un truc qui vous vient à l'esprit d'un truc improbable comme ça? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, j'ai trouvé, mais je sais pas si j'ai une réponse. Jeff, vas-y. Moi c'était la privatisation de l'espace. Ah, de l'espace. Donc, que ce soit SpaceX ou que ce soit Blue Origin, le fait que des boîtes privées aient réussi à développer des technologies qui représentent des avancements absolument monstrueux, donc la notion de réutilisabilité des fusées, et de fait une commercialisation beaucoup plus économique de l'espace, c'est vraiment quelque chose que j'avais du mal à que j'avais pas anticipé. Ça paraît logique quand tu y penses, mais ça paraissait franchement, tu vois, la nouvelle frontière, le truc qui est pas faisable. C'est vrai que surtout, je pense pour des gens qui viennent de France où on est un petit peu plus État-centrique, et pour nous, je pense que pendant tellement longtemps, pendant un demi-siècle, l'espace a été le précaré, enfin le domaine privé des gouvernements, des initiatives gouvernementales. Ouais. Et donc, on avait peut-être du mal à se dire, ah bah si, ça va marcher s'il y a des sociétés, des entrepreneurs privés qui vont s'y attaquer. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est en 5 ans ou 10 ans, on a plus avancé dans le domaine de l'exploration spatiale, même si on n'y est pas encore là où on voudrait être, on a plus avancé que sur les 20 ou 30 années qui ont précédé, quoi. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Quand Musk dit, de toute façon, on enverra des fusées sur Mars, là, c'est plus... Au début, quand il l'a annoncé, tu te disais, il a fumé une fois de plus. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors que là, vu les progrès qui ont été faits par ces boîtes privées, c'est encore dangereux, très difficile, machin, etc. Mais le fait d'envoyer des fusées, comme on dit, in our lifetime, je pense que ce sera faisable. En tout cas, ça semble crédible aujourd'hui, là où il y a même 5 ans, c'était un petit peu... c'est Musk qui délire, quoi. Ouais, on t'aurait dit il y a 5 ans, ils vont envoyer une fusée, et puis ils vont la reposer, puis ils vont la renvoyer le lendemain, etc. Tu t'aurais dit, arrête, c'est n'importe quoi. Et en fait, on n'en est pas loin, quoi. Yann, est-ce qu'il y a un truc qui te vient à l'esprit écoute, je réfléchissais là, je parlais de l'iPad en entrée, mais plus sérieusement, je te dirais que si un gars était venu me voir pour me dire, écoute, j'ai une idée incroyable pour une app, ça va être une app où tu envoies une photo ou un texte, et puis après réception, il disparaît. Ça va être génial, j'ai besoin de $30 millions pour faire ça. Imagine que je sois aller voir Jeff pour ça. Je sais pas, Jeff, franchement, si ces gars-là étaient venus te voir, t'aurais financé ou pas? Je parle de... Non. Voilà. On a arrêté d'investir dans ce qu'on appelle le consommateur Internet il y a maintenant longtemps. Et clairement, si on avait vu les gus de Snap, on aurait fait on aurait rolled our eyes. Voilà, je t'envoie un truc et il disparaît. Oh voilà.
Mais qu'est-ce que t'es con? Ah, on n'a même pas besoin de base de données, les gars. Enfin, je sais pas, voilà, c'est ce que je dirais. Moi, Non, mais un truc... ça, c'est le principe. C'est le principe de tous les hits dans le monde du consommateur, c'est que tu le regardes et tu le vois pas venir, quoi. Oui, souvent, oui, tu dis mais à quoi ça sert et puis c'est sûr. Moi, le truc que je dirais, c'est peut-être un petit peu plus général même que ce que demandait Denis. C'est le fait que on se mette à utiliser le web pour tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai quasiment plus de logiciels installés sur mon ordinateur, à part des trucs un petit peu spécifiques, professionnels, genre pour le montage ou pour les jeux vidéo, bien sûr. Même si ça va bientôt disparaître avec le streaming qui arrivera dans les navigateurs, hein, n'est-ce pas, Yann? Mais le fait que maintenant, tous mes outils de travail sont sur le web et tout peut passer par le navigateur. Ça commençait un petit peu à arriver, mais vraiment, il y a des... Enfin, à l'époque où on s'est lancé, l'idée des apps même était très populaire sur les téléphones, mais elle commençait, il y a eu plein d'initiatives qui visaient à porter les apps sur les systèmes d'exploitation des ordinateurs aussi. Sur l'App Store d'Apple, évidemment, de macOS, c'est l'une des idées, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'utilisent, mais même sur Windows 8 et Windows 10 ensuite, l'idée c'était qu'on allait télécharger des apps et puis ça ferait l'équivalent des App Store mobiles. En fait, j'ai l'impression qu'une majorité de cette utilisation s'est déportée sur le web. Et même si moi, je croyais un petit peu plus à cette idée que on est toujours connecté et donc on n'a plus besoin de trucs qui ne sont pas connectés, aujourd'hui, si mon ordinateur n'est pas connecté, il est à peu près inutile. Il y a presque quasiment rien qui marche si l'ordi n'est pas connecté à Internet. Et ça, disons que je me disais intellectuellement, oui, ça va arriver à un moment, on prend cette direction, mais je crois que j'y croyais pas vraiment viscéralement, quoi. Je me disais, ouais, mais enfin, il faut toujours quand même que mon ordinateur puisse être utilisé quand il n'est pas connecté, sinon c'est trop risqué, c'est trop dangereux. Et en fait, non, aujourd'hui, si j'ai pas Internet, je m'emmerde même pas à lancer l'ordinateur, ça sert à rien, quoi. J'exagère, mais à peine. Donc non, voilà, tu peux quand même l'utiliser. Tu peux même, enfin, je veux dire, quand tu voyages sur Air France, puisqu'il n'y a toujours pas de connectivité sur Air France, tu arrives à taper des mémos, tu arrives à faire de l'email. Bon, c'est vrai que ça fait une sacrée claque quand maintenant je voyage surtout sur Delta et Delta a une connectivité mondiale, donc que j'aille en Europe, quelque part en Amérique ou même en Asie. J'ai connectivité tout le temps et je suis d'accord avec toi. Je suis resté old school moi parce que je suis plus vieux que vous donc je continue à utiliser Outlook. Mais c'est vrai que c'est incroyable le fait que tu peux tout faire sur Internet. C'est-à-dire que il y a pas un sujet sur lequel tu es intéressé où tu peux pas faire une recherche et trouver toutes les informations qu'il te faut, que ce soit comment tu vas faire un descaling de ta machine à café ou comment tu vas monter un truc ou combien de temps tu dois laisser du saumon à cuire dans ton déshumidificateur. Ouais, non, mais c'est vrai. Ça c'était déjà le cas il y a 10 ans, je crois. Le net était déjà aussi... Non, peut-être pas à ce point-là. C'était pas aussi précis. Mais là, non, c'est vrai. Mais là, ça c'est carrément... Et d'ailleurs, la moitié de ces recherches se font directement sur YouTube, qui est le deuxième moteur de recherche du monde. Mais là, c'est carrément les outils de travail aussi, quoi. Je travaille que dans des outils qui sont en ligne. Et enfin bon, bref. Il y a plusieurs autres questions. Quel est le meilleur moment qui vous resterait? Bon, je vais... Ouais, sur quel est le meilleur moment, Sébastien Dominé demande le meilleur moment, si on devait en garder qu'un, devant un micro pendant la préparation d'une émission. C'est difficile d'en garder qu'un. Moi, je dirais toutes les émissions spéciales que j'ai fait, qui sont... peut-être un petit peu moins facile à appréhender, mais qu'on a réussi... je pense qu'elles ont réussi à amener des sujets différents que les auditeurs n'auraient peut-être pas cherché et s'y seraient peut-être pas intéressés si ça n'avait pas été dans le flow du Rendez-vous Tech. Il y avait des trucs sur l'hygiène informatique, des trucs sur l'éthique des données qu'on a fait récemment. Il y avait un épisode spécial où on a parlé c'était l'épisode 100 justement, on a parlé de l'informatique pour les malvoyants et les non-voyants. C'était quelque chose qui m'avait vraiment tenu à cœur, donc peut-être ces choses-là.
Je pense que c'est ça qui me marquerait. Une question encore, tiens, de Denis Merveillot, qui dit « Quelle était votre vision du rendez-vous tech lorsque vous avez commencé par rapport à ce que c'est devenu ?» Alors, c'est peut-être une question qui m'est destinée spécifiquement, mais je peux vous la poser aussi. Est-ce que la vision que vous avez de l'émission a changé ? Peut-être que c'est la vision de la tech qui a un petit peu changé, mais Yann, t'es un petit peu silencieux depuis quelques minutes. Je te pose la question, est-ce que la vision que tu as de l'émission est différente de celle que tu avais quand on l'a lancée ? Non, je pense que, enfin, à part le grand saut que tu as fait en faisant en sorte que ce soit ton job, quoi, finalement, je pense que l'idée principale comment tu disais ça déjà, d'extraire la substantifique moelle. C'est ça, oui. de l'information pour la rendre. Écoute, bon, j'ai réécouté des épisodes où Patrick disait qu'il aimait bien cette expression. Ouais, oui, donc, c'est Rabelais, forcément. Mais voilà, non, quand on en a discuté au lancement du truc, c'était vraiment ça, quoi. Écoute, on baigne dans la tech, pourquoi pas parler de choses qu'on lit de toute façon naturellement sur notre temps off. Donc, et puis finalement, à part le fait que voilà, c'est devenu beaucoup plus rigoureux, là, régulier. En fait, t'as augmenté la fréquence par 4. Donc, mais c'est surtout quand tu m'as dit, voilà, je vais en faire mon boulot maintenant. C'est ça qui m'a marqué. Là. Je me dis, waouh, le gars, il fait le saut. Plusieurs gens disent, écoute, moi, je vais faire ci, je vais faire ça, mais ils le font jamais. Et puis toi, qui l'a fait, c'est ça que je retiendrai comme changement majeur, là, si changement il y a depuis le début, en fait. Ouais, bah en fait, Patrick est un entrepreneur des médias. Et je me rappelle nos discussions quand tu m'avais dit que tu voulais quitter Blizzard et te mettre à ton compte, etc. C'était super courageux parce qu'à l'époque, c'était pas évident que ça allait marcher, que tu allais avoir le soutien dont tu as besoin pour pouvoir make a living, quoi. Donc, c'est le propre des entrepreneurs, c'est de faire des paris qui parfois peuvent être en gros des paris stupides, hein, mais en gros ça marche, quoi. C'est vrai que quand j'y repense aujourd'hui, je me demande vraiment pourquoi j'ai fait les choses dans ce sens-là, parce que j'en parle de temps en temps aux auditeurs. J'ai donné ma démission avant de mettre à jour le Patreon, qui avait déjà été lancé un petit peu avant, mais avant de le mettre à jour pour expliquer que j'allais essayer d'en vivre. Mais c'était vraiment une idée de montrer peut-être même aux gens, aux auditeurs, que là, j'y allais à fond et j'étais complètement, comment dire, engagé dans le truc et que je voulais même pas penser à la possibilité de faire marche arrière. Donc peut-être que ça a aidé à les convaincre. C'est le propre des entrepreneurs. Tu vois un mur, tu passes au travers du mur. Mais t'étais pas marié, pas marié à l'époque. J'étais marié, bien sûr. J'étais marié et j'en ai énormément discuté avec ma femme qui m'a beaucoup encouragé à le faire. Donc c'était une décision, mais comme toutes les décisions, j'en parle de temps en temps et j'en parle pas beaucoup, mais toutes les décisions qu'on prend, on les prend à deux et c'est quelque chose, même encore aujourd'hui, je lui parle énormément de toutes les choses que je fais avec l'émission, de ce à quoi je pense. J'ai beaucoup de choses derrière les rideaux de l'émission auxquelles je réfléchis et qui me torturent un petit peu, et qu'est-ce que je devrais faire pour ci et pour ça, et on en parle énormément. Donc oui, j'étais marié et on en avait beaucoup parlé, ouais. Donc c'était un risque encore plus. Ouais. Non, parce que moi c'était pareil. En 2004, quand j'ai quitté le fonds où j'étais avant pour lancer en fait le business et en gros dire je fais rien sauf être un angel investor à temps plein, donc pas de salaire, pas de revenus, et puis on va faire des investissements, puis on va prier que ça marche. En plus, quand t'as des gamins... Toi, t'avais des enfants, c'est ça, oui. C'était encore plus fou, oui, d'accord. C'était chaud. Marc Simon pose la dernière question que j'aimerais poser au groupe, qui est peut-être une question qui se pose plus à moi. C'est, arrives-tu toujours à trouver la même passion pour la tech ? Enfin, je dis à moi, mais finalement, c'est un petit peu... C'est à vous aussi. La même passion pour la tech, je dirais que
Non, c'est pas la même passion. C'est une passion qui est aussi forte, mais c'est une passion qui a changé parce que la tech a énormément changé, comme on en parlait tout à l'heure, et puis comme on l'a vu. Quand on a lancé l'émission, on parlait d'iPhone, c'était super marrant, et il y a Steve Jobs qui a fait une conférence, c'était un petit peu la rockstar, machin. Aujourd'hui, on parle de problèmes sociétaux que génèrent les réseaux sociaux, et on parle politique et économie. Mais c'est une certaine maturité, mais c'est tout aussi important. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me fascine tout autant, d'une manière un petit peu différente. Il y a quand même tout ce qui est gadget et technologie au sens comment dire, les différents services, les différents sites web, etc. Mais c'est plus devenu une sorte de toile de fond. Et c'est toujours captivant et on en parle beaucoup, mais il y a aussi ces éléments d'éthique, de questions légales, de changement de la manière qu'on a d'aborder le travail, la communication, qui sont tout aussi passionnantes. Donc oui, moi j'ai autant de passion, mais pour un type de tech qui est différent. Et je pense que les auditeurs le voient bien. La tech a beaucoup changé, même si son influence en fait n'a fait que grandir. C'est ça le truc. L'influence a continué à grandir et donc ça touche d'autres domaines de la société. Donc oui, pour moi c'est toujours beaucoup de passion, mais différente. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vas-y, Yann. Ouais, non, je dirais que mon intérêt pour la tech est toujours aussi important, mais je dirais qu'il a changé, pas de la même façon que pour toi, Patrick. Je dirais plus que là où avant je m'intéressais vraiment au dernier iPhone qui est sorti, ou le dernier, je sais pas, ma carte graphique ou quoi que ce soit, je réalise que je suis beaucoup plus intéressé par le service, en fait, comme ce qui est derrière. Donc, finalement, quand un nouveau téléphone sort, tout ce qui m'intéresse, en fait, c'est est-ce que j'ai toujours accès à mes services? Parce que finalement, le téléphone, je m'en fous, je vais le remplacer. C'est juste une coque, finalement, qui me permet d'accéder à mon service et j'ai juste besoin du service, en fait. Quand j'entends les guerres entre tel système, genre Xbox contre PlayStation, mais en fait, moi, je veux juste jouer à Fortnite, en fait. Donc, je m'en fous de ce que vous... Voilà. Donc voilà, c'est plus... la partie en fait open des techs, je suis beaucoup plus sensible finalement au fait de pouvoir contrôler mon information, c'est-à-dire que je puisse la récupérer d'un système et puis l'envoyer ailleurs, ou que l'information soit accessible depuis différents hardware. Mais sinon, qu'il y ait 3 boutons, 4 ports USB, ou qu'il soit 3 mg plus léger que la fois d'avant, en fait, je m'en fous, en fait. Ouais, c'est beaucoup moins centré sur le matériel, c'est vrai. Ouais. Ouais. Bah, en fait, je pense que c'est super intéressant que tu dis ça, Yann, parce que j'ai la même expérience que toi, parce que je pense qu'on est arrivé à un point où on a une génération de machines, de téléphones qui marchent très bien, et en gros, tu vois, par exemple, pour la première fois, j'ai pas upgradé au dernier iPhone. D'habitude, je l'achète. Là, c'est la mauvaise nouvelle pour Apple. Donc, je regardais l'iPhone XS et objectivement, mon iPhone X, il me va très bien. J'ai pas besoin des pouillèmes d'amélioration que l'XS apporterait. Et là, j'ai finalement, au bout de 4 ans, fait l'upgrade de mon MacBook Pro, donc j'en ai acheté le dernier. Je résistais parce qu'en fait j'aimais mieux le clavier du précédent. Ouais. Et en fait il y a une différence, la machine est plus rapide, etc. Mais il y a pas une énorme différence parce que la Babaze d'il y a 4 ans a marché très très bien, quoi. Et donc on a un point où en fait la technologie, comme disait Yann, c'est plus le matériel, il n'y a plus vraiment besoin de se passionner pour tel processeur, telle cadence, machin, telle vitesse de mémoire d'accès, etc. C'est plus quels sont les produits que tu vas faire tourner dessus, et c'est ça qui compte. Et donc, si on continuait comme il y a 10 ans de parler plus matos, la caméra, le machin, le truc, je pense que on se sera un peu lassé parce que c'est toujours un peu la même chose. Alors que là, on parle franchement de qu'est-ce que ça veut dire pour la société de travailler avec la technologie, d'en être un bénéficiaire, aussi d'en être une victime. Et c'est ça qui rend les trucs le plus intéressant. Ouais, mais tu avais une question, c'est quelle est l'émission dont tu te rappelles le plus? Et en fait, c'est pas
le rendez-vous tech, moi, celle dont je me rappellerai toujours, c'est quand on s'était retrouvé à 5 ou 6 à faire un numéro spécial d'Azeroth.fr à BlizzCon. C'est vrai que ça, c'était... ça, Azeroth.fr, c'était une période, je pense, ceux qui l'ont écouté s'en souviendront toute leur vie, parce que c'était des moments tellement particuliers, ça faisait partie de tellement de trucs, et moi aussi, évidemment, c'est quelque chose qui me suivra jusqu'à la fin de ma vie. Et puis c'est là qu'on s'était rencontrés. Oui. Je t'avais chassé, j'avais essayé de te trouver à Paris Invitational en 2008. C'est quoi, c'est 2008, c'est ça? Ouais. Et donc, quand ils avaient annoncé Diablo 3, et il y a le mec qui était venu sur scène pour jouer un morceau de guitare, et tout le monde était devenu complètement taré. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Mais ça c'était grandiose. Ça. C'est vrai, ouais. Ça, c'était effectivement sur les épisodes particuliers, c'est peut-être les épisodes d'Azeroth.fr dont je me souviens plus. Mais c'est vrai que c'est une autre nature de podcast. Et deux questions auxquelles je vais répondre. Une de Darky qui est Patrick. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le podcast? Je dirais, c'est pas une erreur. Il dit quelles sont les erreurs que tu aurais aimé éviter. C'est pas une erreur, mais juste j'aurais aimé savoir que ça demandait autant de travail. Même un podcast, ça demande un boulot incroyable. Et en fait, peut-être qu'il valait mieux que je sache pas. Tu sais, c'est le truc genre. Je pense que c'est plus ça. Ouais. Qui est-ce qui disait à mon tout petit niveau, je sais plus quel innovateur de la tech disait en fait on l'a fait parce que personne nous a dit que c'était pas possible. Et à mon tout petit niveau, c'est un peu ça. Je me suis lancé dans le podcast parce que personne m'a dit que ça serait que ça allait complètement consommer ma vie, transformer en très bien aussi, mais que ça allait devenir un boulot, quoi, et que j'allais avoir un autre boulot pendant un bon moment à côté. Donc savoir que ça allait être autant de travail, peut-être que ça m'aurait fait approcher les choses de manière différente ou aborder les choses de manière différente. Et puis LDVC PLGL dit ou demande comment fais-tu pour gérer une communauté aussi géniale? Et ça, c'est un sujet, comme je le disais, dont je vais vous parler un petit peu plus dans les jours et les semaines à venir. En fait, là, c'est hyper intéressant parce que je suis tombé sur cette communauté complètement par hasard. Et c'est vrai que la communauté du Rendez-vous Tech et des podcasts en général, en tout cas ce que je fais moi, mais je crois que le podcast en général, c'est une communauté qui est très particulière parmi les communautés du net, parce que c'est des gens peut-être un petit peu plus âgés qui écoutent ce genre d'émissions. C'est des émissions qu'il faut aller chercher. C'est pas des trucs qu'on va te mettre devant les yeux comme une nouvelle vidéo YouTube après que t'en aies regardé 5. Et ça a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. C'est un petit peu plus confidentiel. Donc c'est plus petit que ce type d'autres types de médias. Mais du coup, ça a aussi une force parce que c'est plus des gens qui font l'effort de venir, qui sont, comme je le disais, peut-être un petit peu plus âgés. Donc on n'a pas cette cohorte de 11-13 ans comme on l'a sur YouTube par exemple, dont certains de mes amis YouTubeurs se plaignent un petit peu parfois gentiment. Et en fait, cette communauté, elle m'apporte autant que je l'ai créé avec les émissions. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est que j'ai juste proposé un truc. C'est comme tu mets une lumière quelque part dans le noir, et puis il y a les gens qui sont intéressés, qui viennent regarder ce que c'est que cette lumière, qui s'assoient et qui se mettent à parler. Et il y a vraiment quelque chose de spécial, de particulier dans cette communauté, et je suis aussi reconnaissant pour l'opportunité que me donne la communauté de travailler dans ce domaine qui n'existait pas il y a quelques années, que je suis reconnaissant à la communauté d'exister, en fait. C'est vraiment une expérience qui est toujours positive, ou 99,9% du temps positive, et sur Internet, c'est hyper rare et hyper précieux, et c'est un truc que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, à quel point, je le vis depuis longtemps, mais j'ai réalisé à quel point c'est rare et précieux il y a pas si longtemps. Donc, comme je le disais, je vais peut-être en parler un petit peu plus dans les épisodes à venir, et je vais faire des choses autour de ça. Donc, on en reparlera très bientôt. C'est des petites choses, hein, pas des choses incroyables, mais des choses qui pourraient être intéressantes.
Donc voilà pour cet épisode spécial 10 ans qui va se conclure maintenant et qui va laisser place aux épisodes classiques. J'espère qu'on avait enregistré l'épisode, je crois que c'était l'épisode, je sais plus combien, au bout de 4 ans. C'était peut-être l'épisode autour de l'épisode 100. Et on se disait, évidemment, à ce moment, les 4 prochaines années vont être intéressantes. Il faudrait que je retourne écouter les prévisions qu'on avait fait à ce moment. Ça serait drôle. Vous remarquerez que j'ai pas dit qu'on allait faire des prévisions pour cet épisode-ci. Parce que oh non. Moi, je fais jamais de prévisions. C'est ça, exactement. Je fais pas de résolution de nouvelle année, si ce n'est les vins qu'on boira cette année seront meilleurs que les vins qu'on a bu l'année dernière. Bonne résolution, ça. Et ouais, non, parce que et sinon... pas de prévision. T'imagines si tu fais des prévisions sur le Bitcoin? Oh my God. C'est ça, exactement. Donc, pas de prévision, mais par contre, j'espère vraiment du fond du cœur qu'on sera là dans 10 ans pour fêter les 20 ans de l'émission et en souhaiter 20 de plus. Donc, voilà, je vais juste dire ça pour conclure. Et je vais vous proposer, bien sûr, comme toujours... Je ne faut pas déconner. 61... Bah, attends, moi j'aurai 55, tu te rends compte? Et mon fils aura que 11 ans. Oh là 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 là. Bon, bref. Moi, j'en ai 39, c'est fou ça. Bon, au lieu de dire des conneries, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet si les auditeurs veulent te ça n'a pas changé. C'est toujours Yann Allet sur Twitter, YA2NALET. Si vous voulez continuer d'entendre mes inepties. Très bien, merci beaucoup Yann. Jeff, pour toi, c'est quoi ? C'est Jeff sur Twitter, JEFF, comme depuis 2007. Et puis, je tweete pas des masses ces jours-ci, mais... Je me demande si on donnera toujours nos comptes Twitter dans 10 ans. On aurait pu se dire qu'il y a 10 ans, on aurait pu se dire « Ah, mais Twitter, ça sera vieux, il y avait tellement de changements il y a 10 ans dans tous les domaines de la tech. » C'est vrai que ça s'est un petit peu... C'est vraiment la base de ton identité publique, tu vois. Aujourd'hui, j'allais dire... En fait, si on est amis sur Facebook, je poste beaucoup plus sur Facebook que sur Twitter, mais je poste seulement sur le cercle des amis. Donc là, par contre, tu vois ce que je fais dans ma vie, que ce soit là où je vais skier, ce que je bois, ce que je mange, ce que je fais, etc. Mais sur Twitter, par contre, ça reste plus boulot, dans quoi j'investis, à quoi je pense, machin. C'est ça, mais ce sera avec grand plaisir que je partagerai c'est l'épisode numéro combien d'ailleurs? Maintenant? Ouais. C'est le 282. Waouh! Donc c'est avec plaisir que je partagerai l'épisode de 282, les 10 ans, sur Twitter. Bon, et pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, évidemment. Vous pouvez me retrouver là-bas pour voir tout ce que je pense et des photos hyper jolies des environs de là où je vis maintenant. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur le frenchspin.fr et venir commenter ce qu'on a dit dans cet épisode. Et vous pouvez évidemment soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Vous savez que je suis, je le dis suffisamment et assez souvent, hyper reconnaissant de votre soutien. Et c'est vrai que ça fait maintenant, on entre dans la 5e année de vie professionnelle entièrement soutenue par ce financement participatif. Ça va faire bientôt 5 ans. C'est quelque chose d'incroyable et j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Donc si vous appréciez l'émission, vous le savez, c'est sur patreon.com/rdvtech pour soutenir vous aussi. Si ça fait quelque temps que vous écoutez, que vous vous dites c'est quand même des bons moments et c'est quand même sympathique, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et nous, on continuera à faire cette émission, j'espère, pour au moins 10 ans encore. Et en tout cas, c'est sûr, pour au moins un épisode la semaine prochaine du Rendez-vous Tech. On vous fait de grosses bises et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous. Ciao. Salut.